enregistré dans la matinée. Mon invité est le fondateur de Free. Il est aussi à l'origine de Station F, le plus grand campus de start-up qui ouvrira prochainement ses portes à la Halle Fraissinet. Il est également le cofondateur de l'école 42. Bonjour Xavier Niel. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors nous sommes ici au Sénat et vous y êtes vous à l'occasion de la journée des entreprises qui est organisée par le Sénat, qui va accueillir près de 150 entrepreneurs. Alors l'objectif, c'est de les écouter, c'est de proposer des mesures en vue d'encourager la croissance, l'emploi. Vous ne pouvez pas parler au nom de tous ces entrepreneurs, mais si vous deviez décrire leur état d'esprit en ce moment dans le contexte aujourd'hui, que diriez-vous ? En général, moi, je suis un peu l'optimiste, donc j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je sais qu'on est dans un monde où tout le monde parle que de politique ou de choses comme ça, mais qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'aujourd'hui, le monde a changé et que hier, quand nos parents, nos grands-parents voulaient créer des entreprises, ça voulait dire des investissements lourds, beaucoup d'argent pour créer des usines, parce qu'on était dans un monde industriel. Et maintenant, on est passé dans un monde numérique où deux petits jeunes qui, il y a 15 ans, créent une petite start-up sans argent, deviennent le groupe le plus capitalisé au monde, c'est Google. Et donc, si vous voulez, c'est une chance pour tout jeune, où qu'il soit dans le monde, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose qui soit directement mondial et automatiquement très gros. Donc, je pense qu'il faut vivre, et quand on est entrepreneur aujourd'hui, il faut accepter ce monde comme un monde plein d'optimisme dans lequel on peut créer des grandes choses au départ de la France. Parce que la France, c'est un pays fantastique pour créer des entreprises. Pour créer des entreprises, malgré le discours que vous connaissez très bien sur la lourdeur des charges, sur l'aspect administratif, vous dites aujourd'hui, pour un jeune qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, oui, il faut rester en France, ne pas quitter le pays, créer ici, développer ici. Toutes les conditions sont réunies ? Moi, je pense qu'on est dans un endroit idéal pour créer une entreprise. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on entend, on a des lois fiscales qui sont plutôt meilleures pour les entrepreneurs, hein, pas sur d'autres sujets, mais pour les entrepreneurs plutôt avantageuses. Et les choses qui ont été faites ces 10 dernières années font dans le bon sens. Donc ce discours ou ce message n'est pas politique, c'est pas un message de droite ou de gauche, c'est globalement les hommes politiques qu'on a pu avoir ces dernières années ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si le meilleur d'avoir un job, c'est de le créer soi-même. Et si on crée son entreprise, on crée son job. Mais je reviens sur le point suivant, c'est pourquoi en France et qu'est-ce qui nous aide en France ? Eh bien en France, on est accompagné. Vous avez des tonnes d'exemples de lois qui facilitent la création d'entreprises par ou pour des jeunes. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez être au chômage, créer votre entreprise, et bien vous continuerez de percevoir le chômage pendant que vous créez votre entreprise. Ça existe nulle part ailleurs dans le monde de pouvoir être payé quand vous créez votre entreprise. Vous avez raison d'avoir un discours optimiste. Il nous fait presque du bien, mais tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Si vous deviez imaginez un programme idéal aujourd'hui, nous sommes en campagne présidentielle pour les entrepreneurs. Quelle serait la mesure phare pour aider aujourd'hui à l'emploi, à la croissance ? Quand je vois des ministres et qu'ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, ma réponse est toujours la même. Ne touchez à rien. Le vrai besoin, c'est un besoin de stabilité. Est-ce que vous pensez que les lois fiscales ou les lois entrepreneuriales sont plus favorables en France qu'aux États-Unis ? Oui. Elles sont plus favorables en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on paye plus d'impôts pour les entrepreneurs et c'est beaucoup plus dur en termes de papier, de complexité. Mais qu'est-ce qui change le fait qu'aux États-Unis, on ait des plus d'entrepreneurs ? Simplement une mentalité, une envie pour des gens de créer des entreprises que l'on n'a pas assez en France. Et de quoi avons-nous besoin en France pour aller dans ce sens-là ? De jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent. Nous, on est déjà les vieux. On a besoin de succès de jeunes de 25 ou 30 ans qui créent des choses, qui fonctionnent et qui viennent et qui deviennent des idoles, comme on peut avoir des idoles dans ce monde-là. Aux jeunes, pardonnez-moi que vous étiez, vous l'êtes toujours, mais à la fin des années 90, vous-même, vous ne rêviez pas de la France. Vous étiez parti aux États-Unis et vous étiez parti pour voir s'il existait cet équipement qui regroupe l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision. Vous avez tout de suite visité les États-Unis vous-même. Et je suis revenu en France pour apercevoir que ça n'existait pas et qu'il fallait mieux le faire en France parce que c'était plus simple. Et sur la base d'un produit français, j'ai réussi professionnellement ma vie. Et donc, si vous voulez, je suis ravi de cet exemple. C'est exactement ce que je souhaite dire aux jeunes. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte de l'autre côté de nos frontières. Non, l'herbe, elle est super verte ici. On vit dans un pays fantastique pour vivre. C'est aussi un pays musée, mais dans le même temps, c'est un pays où on peut créer, entreprendre et réussir en créant des grandes choses. Et donc, c'est de pousser des jeunes, ou de donner envie à des jeunes d'aller dans ce sens-là en créant leur propre entreprise. Et vous allez le faire justement avec la station F, la halle aux 1000 startups. Vous avez, je crois, posé la première pierre en 2014. On avait présenté à l'époque ce projet comme une Silicon Valley à la française. Mais dites-moi, Xavier Niel, c'est pas le modèle, la Silicon Valley, parce que c'est très concurrentiel, c'est des projets qu'on essaye même parfois de se piquer, etc. C'est pas votre modèle, et vous ? Moi, mon modèle, c'est de dire qu'on a déjà un écosystème qui marche très bien en France d'incubateurs, c'est-à-dire de lieux où on va prendre des jeunes et on va les aider à créer leur entreprise. Ce qui nous manque ou ce qui nous manquait, c'est un lieu
un peu magique qui apporte l'image au-delà de nos frontières sur la France et qui aide l'ensemble de l'écosystème. Et c'est tout l'idée de Station F en disant dans Paris, sur 3,5 hectares de terrain, on crée un campus d'entreprise où des jeunes vont venir ou vont avoir envie de venir pour créer l'entreprise. Et donc l'idée de base, c'est de donner encore plus envie à encore plus de jeunes de créer leur entreprise. Et on fait ça dans Paris parce que c'est une ville mythique, mais l'idée, c'est d'irriguer l'ensemble de l'écosystème, d'abord parisien, ensuite national, ensuite européen. Et donc de dire, cet endroit mythique, vous avez parlé de la Silicon Valley, mais c'est une image. C'est un truc, c'est un label, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est d'être capable de le recréer ici. Et on a tous les éléments pour le recréer. Ce qui nous manquait, c'était de créer à Paris, je pense, le plus grand incubateur, le plus grand campus d'entreprise au monde, et ça sera à Paris. Et donc vous parlez de la Silicon Valley, si vous cherchez un endroit dans lequel ça sera le plus aisé, le plus sympa d'aller créer son entreprise, il sera à Paris, non pas dans la Silicon Valley. Vous voyagez beaucoup, on a parlé des États-Unis et dans d'autres pays évidemment. Quelle image a-t-on de la France en ce moment, dans le monde? Comment voit-on la France en dehors de nos frontières, à l'heure de cette campagne présidentielle, il faut le dire, un peu déroutante et pour certains inquiétante? Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. J'ai plusieurs, pas des dizaines, mais plusieurs amis de la Silicon Valley qui ont réussi leur vie professionnelle aux États-Unis et qui viennent s'installer et qui sont venus s'installer à Paris au cours des 2 dernières années. Plus qu'il n'y en a jamais eu. C'est une vision idéalisée que vous voulez nous présenter? Non, ce n'est pas une vision, c'est un constat réel. Ce sont quelques exemples que vous nous donnez. Oui, mais je ne connais pas de gens qui ont été successful en France qui sont partis s'installer aux États-Unis. Parfois, ils sont allés aux États-Unis pour être successful, et tant mieux, mais je ne connais pas de gens qui aient réussi en France et qui quitté ensuite la France pour aller s'installer dans un autre pays. Donc, on est ici dans un endroit où les gens ont envie d'aller et de vivre. Il y a eu les attentats, bien sûr que ça peut faire peur et qu'on n'est pas dans un monde parfait. Vous me dites que j'essaie de montrer un monde idéaliste. Bien sûr qu'il a des défauts et je les vois chaque jour. Mais je dis que ce monde, il est probablement le meilleur compromis de ce qui peut exister. Et dans ce monde qui est le meilleur compromis de ce qui peut exister, des gens, une fois qu'ils ont réussi, ont envie de venir ici. Maintenant, il ne faut pas seulement qu'ils aient envie de venir ici pour y vivre. Et notre travail, c'est de les accompagner pour qu'ils aient envie de recommencer ou continuer leur parcours professionnel en créant ici, en France, des entreprises qui vont devenir des succès mondiaux. Mais au départ de la France, on a une chance fantastique. On a un garçon qui s'appelle Donald Trump qui fait tout pour nous aider. Déjà, il essaye de limiter des gens qui sont brillants, d'aller aux États-Unis. Tant mieux, mais qu'ils viennent, que ces gens brillants qui avaient envie d'aller aux États-Unis viennent en France. Nous, on est ravis de les accueillir parce que ce sera eux qui créeront les grands succès de demain. Et si vous prenez les grands succès de la tech américaine, tous les gens qui les ont créés, c'est toujours des gens qui ont des origines qui ne sont pas purement américaines. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire des origines purement américaines. Mais ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, une génération avant, sont venus de l'étranger ou sont venus d'un autre pays. Eh bien, on est ravis, et j'espère qu'on sera ravis d'accueillir, nous, en France, ces gens qui seront les talents et les succès de demain. Alors, il y a une autre spécificité dans notre pays, vous le savez, Xavier Niel, on aime bien mettre des étiquettes, mettre des gens dans des cases. Alors, s'il y avait une case libéralisme de gauche, on vous y mettrait ? Je sais pas, moi je ne fais pas de politique, alors on en fait tous, sans le savoir. Non, je sais bien. Non, mais je suis ravi de voir que sur Internet, on m'étiquette. Ça dépend du temps, à droite, à gauche. On vous étiquette plutôt dans la galaxie d'Emmanuel Macron. Parce que je suis actionnaire du Monde, mais si vous voulez, ou de l'Obs. Ce parallèle, il vous surprend, il vous choque, il est Non, il me surprend injuste. pas. Je ne fais pas de politique. C'est une chose très mal que j'ai faite toute ma vie. Je n'ai pas voté depuis 25 ou 30 ans, et c'est une erreur. Et je ne milite pas du tout. 1986, c'est assez surprenant d'ailleurs pour un citoyen engagé qui nous dit que la France est un beau pays. Et j'avais voté à l'époque à droite, donc j'ai dû évoluer si je suis maintenant à gauche. Je sais pas. Donc vous avez évolué, c'est vous qui le savez mieux que moi. Je ne sais pas dans quel sens, méfions-nous de l'évolution. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et je pense que les hommes politiques doivent faire la politique et les chefs d'entreprise doivent être chefs d'entreprise. Et à partir du moment où on essaie chacun de se mêler d'autres choses, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis pour que la société civile aide les politiques, viennent aujourd'hui au Sénat pour discuter de l'entreprise, de ce que c'est. Maintenant qu'ils s'engagent en politique, c'est toujours un sujet qui me paraît un peu différent. Vous ne franchissez pas, vous ne franchirez pas le pas. Il y a des gens que j'aime bien dans ce pays en politique, qui peuvent être de droite ou de gauche. Je peux espérer en tant que citoyen qu'un certain nombre de personnes veuillent gagner. Je ne suis pas un homme public dans le sens, qui doit avoir un impact sur la vie publique ou la vie politique de son pays. Donc non, je ne m'engage pas publiquement, et quand on me pose la question, je dis... s'engager publiquement pour avoir une influence, un impact, vous le savez mieux tout à fait. Et je pense, encore une fois, et je reviens sur le sujet, pour mélanger ces deux sujets, que la société civile est aujourd'hui à même d'avoir plus d'impact sur la société que les politiques dans un certain nombre de cas. Et si vous voulez des initiatives qui sont importantes et qui marchent, il y a quelques milliers de politiques dans ce pays, il y a des millions de personnes dans la société civile, ces millions de personnes dans la société civile créent chaque jour des associations, des sociétés différentes pour avancer. On en parle souvent, on le reconnaît, mais ça ne vous choque pas d'être dans la galaxie Emmanuel Macron? On vous voit souvent. Non, mais moi, attendez, je suis pour la création d'entreprises, tout candidat libéral me plaît, et donc en ce sens,
je crois, sauf erreur de ma part, que François Fillon, que Emmanuel Macron sont des libéraux. Donc ils vont dans le sens du libéralisme. Après, ils peuvent avoir des positions sur d'autres sujets qui peuvent ne pas me plaire. Mais sur le libéralisme, tout candidat qui est libéral, c'est-à-dire qui accepte que la libre entreprise est quelque chose d'important, je suis ravi de le soutenir. Vous avez précisé qu'il faut une frontière entre la politique et puis la société civile et puis également le journalisme. Vous êtes propriétaire avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse du Monde. Comment mettez-vous justement une frontière, une muraille même pour ne pas influencer ou tenter d'influencer une ligne éditoriale? Alors en cette campagne vraiment presque hystérique, en tous les cas où tout est matière à critique souvent. Alors, on est 3 actionnaires qui avons un rapport assez particulier au monde. Déjà, on est tous les 3 politiquement très différents. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais je vous promets, je ne prendrai... Pierre Berger a pris une position publique. Mathieu Pigasse n'a pas pris de position publique, mais je sais où il est et je connais la mienne. Et je peux vous promettre qu'on est tous les 3 extrêmement différents. On ne représente pas un bloc unique. Le deuxième élément, c'est qu'au Monde, il y a eu une séparation claire entre la partie éditoriale et la partie financière. Nous, on a fait notre travail financier. Le Monde a dégagé l'année dernière plus de 10 millions de marge d'EBITDA, ce qui, pendant des années, je suppose que des gens vous ont dit la presse écrite ne marche plus, ça ne peut pas aller, Le Monde ne gagnera jamais d'argent. Aujourd'hui, le groupe Le Monde gagne de l'argent parce qu'il y a aussi des filiales qui marchent bien, enfin d'autres sociétés au sein du groupe Le Monde comme Télérama ou Courrier International ou d'autres, ou Le Monde Diplomatique aussi, qui sont des journaux qui marchent. Maintenant, si vous trouvez que la ligne éditoriale ou politique du Monde Diplomatique, du Monde, du Nouvel Obs ou de Courrier International est exactement la même. Moi, je lis pas les mêmes journaux que vous et je suis ravi que ces lignes éditoriales représentent un courant de pensée, mais qui sont des courants de pensée probablement diverses. Et généralement de gauche, mais extrêmement diverses. Je ne pense pas qu'on trouve un lien très proche entre la ligne éditoriale du Monde Diplomatique et la ligne éditoriale de Télérama ou de la vie catholique. Un dernier mot sur ce sujet avant de parler de l'école 42, parce que c'est vraiment l'une de vos réussites, sur la concentration des médias entre certaines mains. C'est le cas en France, contrairement à d'autres pays où on dit qu'il y a une évolution, parce que justement, il n'y a pas cette concentration. Est-ce qu'il faut aller justement vers une loi qui pourrait restreindre, limiter, et pour certains même candidats à cette présidentielle, interdire cette concentration? Écoutez, quand je lis les textes des choses qui sont réclamées, il y a notamment un texte qui consiste à dire qu'une personne privée ne peut pas détenir, je ne sais plus, une personne seule ne peut pas détenir plus de 20 ou 25% d'un média. Écoutez, nous, au Monde, en tout cas, on est dans ce cas-là, puisque nous avons que 66% du capital, et sur ces 66% du capital, ils sont partagés en 4, entre les 3 personnes que vous avez citées, le groupe Prisa. Donc si vous voulez, notre intérêt capitalistique au Monde, c'est, je sais pas, 15% ou quelque chose comme ça. Donc pour nous, j'ai entendu qu'il ne fallait pas qu'une personne, là, des candidats... Là, vous êtes en train de nous dire que ça va s'arrêter là, votre appétit dans ce domaine? On n'est pas là pour contrôler, on est là pour aider une presse à exister et à avancer. Après qu'il y ait des fantasmes divers, j'ai pas de problème. Il y a 3 mois, on nous disait, vous soutenez effrontément François Hollande. Maintenant, semble-t-il, Le Monde soutiendrait effrontément ou sans limite Emmanuel Macron. Je ne sais plus, moi je n'ose plus rien dire. Parfois, ce n'est pas contradictoire entre ces deux hommes. Interrogez-les, j'ai parfois l'impression que je peux avoir l'impression qu'il ne s'est pas présenté à cause de l'autre. Parlons des réalisations concrètes. Alors, Xavier, il y a l'école 42, une école atypique de développement de programmation informatique que vous avez fondée en 2013 déjà. Beaucoup la décrivent comme l'école de demain parce qu'elle applique, selon vous, l'économie collaborative à l'éducation. Ça, c'est assez innovant. Alors, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes de l'éducation. C'est juste de dire que dans un métier qu'on connaît, c'est-à-dire le codage informatique, là, on les fait des logiciels informatiques. Dans ce métier-là, on est capable d'apprendre à des gens d'une manière différente. Et donc, l'idée, c'est de leur dire, on va être capable de vous apprendre ce métier, de vous garantir un job au bout, parce que si vous voulez... il nous manque, je ne sais pas, 10 000 gens qui savent coder par an chaque année en France, probablement plusieurs millions dans le monde. Et bien, on est capable de vous faire un savoir, de vous apprendre quelque chose sans professeur. C'est-à-dire que même si vous êtes réfractaire à des cours formels, eh bien, on est capable de vous apprendre d'une manière différente un métier. Et on va le faire d'une manière qui ne ressemble pas à une école, c'est-à-dire que c'est un lieu ouvert 24 heures sur 24. Les gens qui y sont, ils vont quand ils le souhaitent. Le soir de Noël, je crois qu'il y avait 500 jeunes dans l'école. Donc vous êtes dans quelque chose qui est complètement différent, où les jeunes vont apprendre entre eux. Et ils vont même se noter entre eux. Donc on va pratiquer quelque chose qui est complètement différent. Encore une fois, ce n'est pas applicable à l'ensemble de l'éducation telle qu'elle est pratiquée en France. C'est juste, dans ces métiers-là, à cet instant-là, maintenant, à cet endroit-là, on est capable d'apprendre en peer-to-peer. C'est-à-dire que 2 personnes soient capables d'échanger et de s'apprendre
apprendre entre eux, avec des méthodes complètement différentes, mais au bout avec un succès qui est là, qui marche. C'est une école qui en France a 3000 jeunes. Vous parliez tout à l'heure de la Silicon Valley, eh bien, on a été apprendre à faire ça dans la Silicon Valley parce qu'ils n'étaient pas capables de former des jeunes. Donc on a recréé cette même école là-bas. On leur apprend à former ces jeunes parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire au sein des États-Unis. Vous savez que dans beaucoup d'activités, on a besoin des Français pour apprendre à d'autres pays à faire des choses. Et vous avez là un très bon exemple. Eh bien, on leur apprend à faire ça et on a monté cette même école aux États-Unis. Vous avez dit le mot-clé formation. J'imagine que pour l'autodidacte que vous êtes, le sujet de la formation est essentiel. L'apprentissage est essentiel. En France, il y a une telle inadéquation parfois entre ce qu'on a appris à l'école, même si on n'a pas un niveau forcément élevé, et le travail qu'on voudrait accomplir. Ça reste encore un sujet vraiment dont il faut vraiment se saisir dans cette campagne, par exemple, et même au-delà. C'est sûr que c'est pas toujours évident d'apprendre ou de pousser des jeunes vers une filière dans laquelle ils vont pas apprendre quelque chose qui leur permettra d'avoir un métier le lendemain. Non, chez Carondo, on leur dit voilà, on est un métier dans lequel il y a une demande illimitée, et sur la base de cette demande illimitée, on va vous apprendre quelque chose et on va vous garantir un job. Et une formation qui vous ne garantit pas un job, vous créez de nouveau un élément un peu anxiogène pour des jeunes. Pour conclure de manière un peu plus personnelle, Xavier Niel, selon vous, quel est le meilleur passeport pour réaliser ce qu'on veut dans la vie? Vous n'aviez, je crois, qu'un bac en poche et un ordinateur offert par votre père à l'âge de 15 ans, je crois. J'ai eu donc la chance, vous avez les deux bonnes choses, c'est d'avoir une famille qui vous aide, ça c'est une vraie chance, mais on ne l'a pas tous. Et puis après, peut-être un tout petit peu de volonté. Et ça me ramène à la manière dont on sélectionne les jeunes chez 42. Il y a 70 000 jeunes qui, chaque année, vont chez 42 et on leur demande deux choses. La première, c'est d'avoir attrapé l'ADN de la logique que leurs parents leur ont donné. Et ça, c'est une chance, mais on n'y peut rien. C'est vraiment de la chance. Et puis le deuxième élément, on va les faire venir un mois dans l'école, on va les faire travailler 450 heures pendant un mois. Et là, on va tester leur motivation. Donc je pense que si on a un bon ADN et donc de la chance d'avoir eu des parents qui vous ont transmis ce bon ADN et un peu de motivation, on a tout en France sur tous les autres sujets pour s'en sortir. C'est aussi la leçon que vous transmettez. Merci beaucoup, Xavier Niel, pour cet entretien. On arrive presque à la fin de cette émission, comme d'habitude.